Donc du coup, moi je suis Christelle, je suis responsable communication chez School Move depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Donc j'ai rejoint l'entreprise en octobre 2018. D'accord. C'était une époque où en fait il y avait un CMO qui gérait le marketing dans son ensemble, mais il n'y avait pas une personne dédiée spécifiquement à la com et il n'y avait pas de com structurée à proprement parler. Et du coup en fait moi je suis arrivée là-dedans pour justement mettre un peu d'ordre et faire ça de manière un peu plus structurée, passer plus de temps sur la com, développer des nouvelles OP, développer des nouveaux budgets, des nouvelles idées, mettre en place toute la stratégie de marque aussi qui n'existait pas, qui n'était pas formalisée. Ok. Donc voilà, donc c'est ça que je suis contente depuis 2 ans. Est-ce que tu Et peux peut-être me rappeler ce que fait School Move dans les grandes lignes? ouais, effectivement. Donc Move, c'est un outil d'accompagnement pédagogique. C'est-à-dire qu'on propose aux élèves de collège et de lycée l'intégralité de leurs cours et de leur contenu scolaire sur notre plateforme, avec d'un côté un site internet et une appli sur iOS et Android de l'autre côté. Et en fait, en se connectant et en créant leur compte, ils peuvent très simplement retrouver des fiches de cours, des fiches de révision, des fiches de lecture. Mais notre grosse spécificité, ça reste tout ce qui est contenu interactif, notamment les vidéos de cours et tout ce qui est quiz et exercices interactifs. D'accord. Donc en fait, l'idée, c'est d'accompagner tous ces collégiens et ces lycéens au quotidien et de leur proposer d'avoir des outils en complément de ce qu'ils voient en cours pour approfondir, pour réviser, pour préparer le bac et le brevet, pour se rassurer, pour trouver des méthodes, pour être un peu plus à l'aise dans leur scolarité. Et c'est une société qui a été créée il y a maintenant un peu plus de 5 ans par Shannon Picardo, qui, pour la petite histoire, en fait, il révisait son bac et il trouvait pas de contenu pour l'aider et il avait surtout pas les moyens de se payer du soutien scolaire. Et du coup, il a commencé à chercher sur YouTube et puis c'était une galère parce qu'il trouvait une vidéo sur une thématique, mais il avait pas le reste. Enfin voilà. Donc il s'est dit, il y a un besoin, il y a quelque chose à créer parce que ça n'existe pas. Et de là est partie l'idée. Il a développé son projet quand il était encore à l'école et après il a créé sa société qui est devenue aujourd'hui School Move et aujourd'hui on est un peu plus de 50 basés à Toulouse à travailler sur ce projet avec différents pôles métiers, différentes expertises. Très bien. Pour Voilà. l'anecdote, moi j'ai connu School Move grâce à mon petit frère qui a passé le bac l'an dernier et qui a du coup révisé sur School Move. Ouais. Ça résume assez bien l'histoire. Voilà. Super. Et donc du coup, moi je te contactais par rapport à votre campagne d'influence ou vos campagnes. Moi j'en ai suivi quelques-unes. Je crois que j'avais vu, il me semble que c'était avec McFly et Carlito. Et il me semble aussi que j'ai vu une vidéo avec Thibaut InShape, effectivement, si je dis pas de bêtises. Ça date un petit peu. Et après, bon, j'ai pas suivi toutes les campagnes d'influence qui se faisaient, mais ça m'avait un petit peu marqué parce que vous aviez commencé avec des youtubeurs qui sont vraiment influents, quoi, et qui sont très très gros. Et donc voilà, je voulais que tu me racontes un petit peu tout ça, comment ça s'est passé, comment l'idée est venue. Effectivement. Donc en fait, l'influence a pris une place importante très tôt dans la com de School Move parce qu'en fait, c'est les premières vraies OP de com qu'on a fait de School Move. Donc moi, j'étais pas encore là parce que c'était au printemps 2018, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est le CMO qui était là, qui était CMO à cette époque-là, qui s'est dit l'influence, il y a un truc. Enfin, il avait senti que l'influence c'était un média de communication qui était hyper puissant, surtout avec des jeunes qui sont très connectés sur les réseaux sociaux et qui consomment énormément ce genre de contenu. Et du coup, il s'est dit l'influence sur YouTube. En plus, c'est très lié à notre ADN, à nous, à la vidéo, au contenu multimédia. Et du coup, ça lui semblait hyper pertinent. Donc, il a commencé à creuser, à regarder un peu comment on pouvait faire. Et il y a eu 2 opportunités, effectivement. Une avec Thibaut InShape, parce qu'il se trouve que c'est quelqu'un qui est un peu du coin par chez nous et qu'on avait des contacts un peu facilités avec lui. Et avec McFly et Carlito, là par le biais de leur agence Webedia, en l'occurrence. Et du coup, ce sont ces 2 grosses premières OP qui se sont montées effectivement avec un peu des pointures de YouTube qui avaient déjà des très grosses communautés à l'époque. Donc on avait monté 2 fois le même dispositif, enfin la même mécanique avec 2 vidéos qui se répondaient, etc. Et en fait, ça a fait exploser la notoriété de School Move. C'est là où on a vu les premières grosses vagues de trafic sur le site, etc. Avant, ça s'était développé gentiment, ça faisait son petit bout de chemin. Et là, en fait, ça a été un énorme coup de projecteur.
Et là, on s'est dit, ok, c'est une stratégie gagnante, il faut travailler dessus, il faut l'optimiser, il faut trouver des moyens de renouveler ces espèces de pics de trafic qu'on a pour que la marque soit connue des élèves et que derrière, on puisse faire tout ce qu'on a envie de faire avec l'entreprise. Et du coup, l'idée, ça a été de trouver régulièrement des youtubeurs qui soient pertinents pour notre cible. Ça, c'était très important. Qui soient pertinents pour notre cible et pour du coup toucher de nouveaux élèves et leur permettre de découvrir la marque. Donc c'était vraiment un objectif de notoriété à la base. Ouais, alors de notoriété, et il y a forcément toujours un objectif de performance chez nous qui est toujours très important parce que la marque soit connue, c'est très bien, mais si les élèves ne viennent pas s'inscrire sur le site, ça nous sert à rien. Donc nos OP d'influence, on les mesure aussi en termes de combien on a fait d'inscrits, combien on a fait de visites, combien de clics la vidéo a généré, des KPIs plutôt performants à la base, mais qu'on applique à ces OP d'influence pour voir si le budget investi a été bien rentabilisé. Et du coup, je reviens sur la pertinence par rapport à la cible, parce que nous, on a une cible qui n'est pas forcément évidente. À savoir que les élèves de collège et de lycée, du coup, c'est des élèves qui ont entre à peu près 11 ans jusqu'à 17. Voilà, si on table à peu près comme ça. Donc déjà, c'est une tranche d'âge qui paraît réduite, mais en fait, c'est des élèves qui vivent énormément de choses dans cette période-là. Un élève de 11 ans, il n'a pas du tout les mêmes références qu'un élève de 17 ans. Ils n'ont pas les mêmes modes de vie, les mêmes modes de consommation, ils n'ont pas les mêmes habitudes, ils ne suivent pas les mêmes personnes. Et du coup, c'est une cible qui est en fait presque l'ajout de plein de petites cibles différentes. Et surtout, c'est une cible qui est très changeante. Ils évoluent très vite, ils chopent les nouvelles tendances au vol, ils changent très régulièrement d'habitude. Et nous, ça nous oblige à constamment réajuster pour rester pertinent et continuer à leur parler de la bonne façon. Donc ça, dans le choix des influenceurs, c'est pas forcément évident. Voilà, un youtubeur qui était pertinent il y a 5 ans, il l'est pas forcément. Et le youtubeur qui sera pertinent dans 2 ans, aujourd'hui, il a une mini communauté qu'on connaît pas encore. Ouais. Et là-dessus, c'est un beau challenge et c'est ça qui est stimulant aussi, c'est d'aller trouver la petite pépite que personne n'a encore trop repérée et qui du coup va nous coûter moins cher en plus, mais qui va faire son effet sur l'OP de com. Donc suite à ces 2 grosses OP qu'on avait fait c'était mars 2018, on a continué notre petite série et en fait pour trouver des influenceurs qui soient pertinents, on a pris l'habitude de demander régulièrement aux élèves en fait à qui ils aiment regarder et ça nous permet d'être sûr de tomber juste et de trouver aussi des youtubeurs que nous on n'aurait pas forcément repérés ou que des agences n'auraient pas forcément cherché à nous pousser. D'accord. Okay. Donc on a travaillé comme ça avec Yvan BD notamment. Okay. Et on a eu en fait un gros coup de bol parce qu'il a passé le 1 million d'abonnés avec la vidéo qu'on a fait en collaboration ensemble. Donc du coup c'était top. On a travaillé avec Pierre Cross, on a travaillé avec Mastu aussi, ça avait été une super OP, ça avait été hyper agréable de bosser avec eux et on a vu de très bons résultats. On a travaillé avec Amixem aussi. Ok, donc équipe Redbox. Ouais, la Redbox, en fait le contact qu'on a avec Sophie qui est la personne qui gère un peu leurs OP est top, ça se passe toujours très bien, donc c'est un plaisir de bosser avec eux. Donc voilà, on a fait pas mal de collabs comme ça avec des youtubeurs. Alors on essaye d'avoir des youtubeurs qui sont un peu d'horizons différents, même si les communautés se recoupent, mais d'essayer de trouver moyen de toucher des nouveaux élèves à chaque fois avec chaque nouvelle collaboration. Principalement sur YouTube finalement. Alors pour l'instant principalement sur YouTube parce que il y a pas mal d'éléments. Il y a le fait que quand tu publies une vidéo sur YouTube, elle reste sur YouTube. Donc en fait, tu continues à faire des vues. Quand tu fais une story sur Instagram, au bout de 24 heures, ton contenu a disparu. Tout à fait. Il y a le fait que sur YouTube, on sait que les élèves sont là, alors que sur les autres réseaux, ils vont être certains sur Snapchat, certains sur Instagram, certains sur TikTok, etc. C'est un peu plus morcelé, donc c'est un peu moins facile de les toucher. Alors que YouTube, on sait qu'ils y vont quasiment tous tout le temps, ou alors de manière ponctuelle, mais c'est plus fréquenté. Il y a aussi le fait que le format long d'Instagram permet de faire des choses qui sont top. Tu peux développer des concepts. Enfin voilà, on a eu des choses très différentes. Mastu, il a raconté un peu son parcours d'élève, alors que Yvan BD nous avait fait des petits sketchs qui étaient hyper drôles. McFly et Carlito, ils avaient écrit une chanson. Enfin, ça leur laisse beaucoup plus de marge de manœuvre par rapport à ce qu'ils peuvent nous proposer. Et nous, c'est ça aussi qu'on aime, c'est qu'ils sont créateurs de contenu et que les élèves les aiment pour le contenu qu'ils proposent. Donc c'est cool aussi d'exploiter ce côté-là. Comment vous faites pour construire justement ces mécaniques? Vous leur laissez une totale liberté ou vous poussez des idées en particulier? Alors, ça dépend.
Mais moi, je pars du principe que, comme je te disais, un créateur de contenu, il est créateur de contenu, il est une ligne éditoriale et il est suivi parce qu'il produit tel ou tel type de contenu. Donc, arriver avec un brief hyper fermé, ça n'a aucun sens et c'est un peu marcher sur le concept de YouTube et c'est prendre un YouTuber pour un panneau publicitaire et c'est hyper dommage parce que tu perds toute la valeur ajoutée de l'influence et tout le potentiel créatif de l'influenceur que tu as choisi pour une raison précise en fait. Okay. Donc le brief en général il est assez ouvert. On leur dit voilà, School Move c'est ça. On essaye de parler à tel type d'audience qui se trouve être en match avec la tienne. Ce qu'on essaye de valoriser vis-à-vis de la marque et du produit, c'est tel et tels éléments. On aimerait une collab sur ce format-là avec tel et tels éléments. Et après, sur le concept, bah voilà, en regardant tes vidéos, on avait eu telle idée, mais c'est absolument pas fermé. C'est une proposition. Si ça te plaît, que tu as envie de creuser, pas de problème. Si tu as une autre idée à nous proposer, bah banco, c'est complètement ouvert, quoi. Okay. On essaye de justement pas trop se fermer parce que bah déjà eux ça leur plaît pas. Enfin clairement ils ont pas envie qu'on vienne leur dire comment faire cette vidéo. Mais en plus de ça tu te prives d'un potentiel créatif. Nous on a la tête dans le guidon. On est un peu toujours sur voilà c'est difficile de se renouveler, de rester créatif au bout de plusieurs années. Eux ils ont un œil hyper frais sur la marque et du coup ils peuvent te proposer plein de choses et c'est ça qui est intéressant quoi. D'accord. Et même au niveau de l'appel à l'action, c'est totalement libre ou vous avez quand même un petit, je sais pas, une petite directive par rapport à ça? Sur l'appel à l'action, on a là pour le coup, on a un peu toujours les mêmes mécaniques. L'idée c'est d'inciter les élèves à venir regarder le site et à venir parcourir, créer un compte, s'inscrire, etc. Mais c'est une toute petite partie de la vidéo. Au final, l'idée c'est plus que la marque et le produit soient associés à une idée créative un peu sympa, un peu cool, où tu te dis ah ouais, quand même, cette marque, c'est une marque qui est dynamique, qui est jeune, qui a compris ce qu'on aime, qui parle notre langage, nos codes, etc. Du coup, je suis curieux d'aller voir, je vais aller créer mon compte et regarder. Okay. Mais l'objectif de la vidéo reste un peu toujours le même, donc l'appel à l'action est toujours un peu similaire, quoi. Ok, ça marche. Et on pourrait se poser une question qui est assez légitime, peut-être dans le domaine de l'éducation. Oui. Vous parlez du coup directement aux élèves. Ouais. Et potentiellement, les acheteurs, ce sont les parents. Ouais. Et ça pose pas un problème. Il n'y a pas une forme de réticence ou de barrière avant de se lancer. Alors, j'imagine que des budgets d'influence pour McFly, Carlito ou Thibaut InShape, c'est pas quand même des budgets anodins. Donc ça reste peut-être un risque au début. On peut se dire bon, est-ce que vraiment il y a un pouvoir prescription auprès des parents si on parle aux élèves? Alors effectivement, et c'est marrant parce que c'est une question qui revient très souvent. On a beaucoup de la part de journalistes quand ils découvrent School Move, qu'on a beaucoup de la part de parents sur des salons, sur des gens à qui on va présenter School Move comme ça. Enfin, tu vois, tu as un dîner avec des copains, tu racontes ça et les gens te disent mais attends, mais les élèves, ils n'ont pas envie de venir chercher des trucs pour leurs cours et tout. Et ben en fait si. En fait, il faut savoir que School Move, donc de 2015 quand ça a été créé jusqu'en 2019 à peu près l'année dernière, on s'adressait quasiment qu'aux élèves. En fait, School Move s'est construit que en s'adressant aux élèves, parce qu'en fait, l'utilisateur final c'est l'élève et que celui qui va aller sur Google, c'est l'élève qui va te dire j'ai besoin d'un cours sur les suites ou la trigo ou le phénomène de la réflexion de la lumière ou je sais rien. Et en fait, c'est une génération qui a grandi avec un ordinateur, avec Google à portée de main, avec la possibilité de chercher qu'on ne trouve pas. En fait, un élève à cet âge-là, il va pas aller dans la bibliothèque de papa et maman chercher une encyclopédie et trouver la réponse. Il va sur Internet. Et du coup, ils ont ce réflexe et cette habitude de faire. Et en fait, nous, on a tablé là-dessus parce que du coup, en fait, en tapant, ils cherchent ce qu'ils veulent trouver comme réponse et ils vont arriver sur School Move. Et du coup, comme ils trouvent, ils créent leur compte, etc. et ça se développe. Donc en fait, la stratégie au début, ça a été celle-là. Après, il faut pas se leurrer, on est une entreprise comme les autres et on a besoin de faire de l'argent. Et c'est là où ça peut être un peu plus compliqué parce qu'on reste sur des consommateurs qui sont mineurs. Donc par rapport à la loi, tu as des obligations, etc. Par rapport à leur responsable légal, par rapport à l'utilisation d'une carte bancaire, par rapport à des choses comme ça. Il y en a qui n'ont pas de carte bancaire. Donc là-dessus, tu as des problématiques à prendre en compte. Tu as le fait qu'ils soient en pouvoir d'achat qui est souvent réduit parce que un élève, alors déjà tous les élèves n'ont pas d'argent de poche. Ceux qui en ont, ils n'ont pas forcément des budgets exceptionnels et ils n'ont pas forcément envie de mettre ça dans de l'éducation et de l'apprentissage.
Donc, autant pour du lycéen, ça peut se faire. Tu vois, typiquement, l'élève qui révise son bac, il a l'échéance, il sait, il est déjà suffisamment adulte pour mesurer que ça a un impact sur ses études, etc. Sachant que voilà, le lycée, c'est les premières classes qu'on a développées. Et ensuite, on a développé en redescendant troisième et ensuite le collège. Le collège, c'est assez récent. Et là, pour le coup, le collège, un élève de sixième ou de cinquième, il n'a pas de carte bancaire, il n'a pas le budget. Et c'est plus compliqué d'être rentable avec ces niveaux-là. Et du coup, c'est là qu'on a attaqué la cible parent, qu'on a développé une stratégie de com pour la cible parent, pour s'adresser à ces gens qui, du coup, ont le pouvoir d'achat sans être utilisateur final. Mais on s'est rendu compte que, d'une certaine façon, le parent peut être utilisateur parce que quand tu as un enfant qui est au collège, qui est passé du primaire à la sixième, par exemple, c'est des élèves qui ont encore beaucoup besoin de l'accompagnement de leurs parents et d'être suivis et d'être accompagnés et qu'on les aide en fait dans leurs devoirs. Et du coup, le parent va aussi utiliser le site en faisant réciter, en prenant un quiz pour le faire faire à son enfant, en cherchant des exercices supplémentaires, etc. D'accord, très bien. Donc, c'est une cible qui est pas évidente du tout parce qu'elle est très multiple, elle est très morcelée. Et on est obligé de beaucoup s'adapter à ça quand on fait de la com, quand on fait du market, quand on fait du produit, pour un peu tout, en fait. Et quand vous faites de la com sur les parents, vous utilisez aussi de l'influence ou vous utilisez d'autres leviers du coup plutôt? Ouais, alors on a essayé, comme je te disais, la cible parent, c'est une cible qui est assez récente. Donc on a testé pas mal de choses. Pour l'instant, on n'a pas trouvé la recette un peu miracle comme on avait pu trouver avec YouTube, avec les élèves. On a testé un peu l'influence sur Instagram, mais sans que ce soit la révolution. On tâtonne encore un petit peu, il faut qu'on essaye des nouvelles choses, on est un peu en recherche encore. Ok, ça marche. Si je reviens un peu sur la partie des élèves et sur la partie influence que vous avez faite, vous êtes passé du coup par une agence ou vous avez tout fait tout seul? Alors, on n'est jamais passé par une agence en allant voir une agence en leur disant on cherche un talent. Ouais. On a contacté des agences, c'est parce que telle agence représente tel youtubeur. Par exemple, McFly et Carlito, ils sont chez Webedia, c'est Webedia qui gère leur contrat, qui gère leur collab, qui gère la facturation, qui gère leurs studios sont chez Webedia, enfin voilà. Donc là, t'as pas le choix. Thibaut InShape, on est passé en direct avec lui. Yvan BD, on est passé en direct avec lui. La Redbox, ils ont quelqu'un qui gère un contact, mais c'est pas une agence. Donc on est allé voir Sophie en lui disant, bah voilà, on a repéré Mastu, Maxime, etc. On voudrait travailler avec eux. Mais on a toujours fait ça nous-mêmes sans aller voir une agence intermédiaire qui venait rajouter une étape. Parce que déjà, souvent, ça peut rajouter des frais, même si, l'idée, c'est que s'ils sont beaucoup plus chers que le talent direct, ils se vendent pas, donc ça n'a pas d'intérêt. Mais pour des raisons de coût et pour des raisons de praticité, c'est tellement plus simple d'échanger directement avec le talent ou avec une personne qui travaille avec lui au quotidien plutôt que de rajouter une agence qui est souvent juste un commercial et qui n'a pas trop la main dessus. Franchement, c'est beaucoup plus rapide, c'est plus simple, c'est plus confortable pour tout le monde. Donc, nous, on n'a jamais hésité à passer directement comme ça. Ça demande un peu plus de temps parce qu'il faut faire des recherches, il faut identifier les bons talents, il faut savoir ce que tu peux négocier, voilà. Il y a un peu plus de travail de préparation en amont, mais alors après, on n'a jamais regretté de faire comme ça, quoi. Très bien. Et en termes de temporalité, du coup, vous avez d'abord testé Thibaut, McFly et Carlito, et après, vous avez mis combien de temps avant d'en refaire? Ça s'est enchaîné tout de suite ou Alors pas tout de suite, parce que en fait, nous, on a une simplicité dans notre activité qui est très très liée à l'activité scolaire, à l'activité scolaire, au calendrier scolaire. Avec un temps fort à la rentrée. Après, il y a un autre temps fort en janvier avec le début du second trimestre et souvent, ils ont reçu un premier bulletin qui n'est pas toujours très fameux. Et après, tu as la préparation du bac et du brevet. Et en fait, tout ça, c'est entrecoupé d'énormément de périodes de vacances scolaires. Et nous, pendant les vacances scolaires, les élèves, ils ont pas envie qu'on leur parle de l'école. Donc, en fait, tout est très délimité par cette temporalité. On n'a pas 50 000 choix et 50 000 possibilités, du coup. Et du coup, ces premières collabs, elles s'étaient faites au printemps 2018, donc un petit peu en amont du bac et du brevet. Ensuite, on en a refait une en novembre 2018. Donc moi, quand je suis arrivée avec Yvan. Et après, on en a fait assez régulièrement. Sauf qu'après, il y a eu 2020 et le Covid. Donc là, tout a explosé. Tu n'as plus trop de temporalité, tu n'as plus trop ta strate de com, tu la mets de côté, tu refais tout.
Du coup, ça a été un peu chamboulé. Et puis, enfin voilà, il y a un moment, on va pas non plus en faire tous les 15 jours. L'idée, c'est pas que ça perde de sens et que ça soit l'usine. On a toujours eu à cœur de choisir des influenceurs avec qui il y avait un fit, avec qui ça pouvait donner un concept créatif sympa. Donc voilà, c'est un ensemble de plein de petites choses qui font qu'on va choisir de faire une OP à tel moment. Mais là, ça fait un moment qu'on n'en a pas fait et du coup, peut-être qu'on est en train de réfléchir à refaire, c'est à voir. Ok, d'accord. Donc là, vous réfléchissez peut-être en refaire. Si vous en refaites, vous pensez plutôt partir sur des nouveaux créateurs ou peut-être collaborer sur la durée avec les mêmes? Ouais, alors, on n'a jamais fait 2 fois la collab avec un même influenceur. Ok, Une simple et bonne raison, c'est qu'en fait, nous, on est encore dans une recherche de notoriété. d'accord. Et du coup, en fait, quand tu travailles plusieurs fois avec un influenceur, tu vas travailler plutôt ton image de marque, le partenariat, un discours de marque, etc. Et nous, on n'a pas encore le stade de maturité pour faire ça. Donc, l'idée, nous, ça reste le même, c'est qu'en fait, en travaillant avec des nouveaux influenceurs, on va toucher des nouvelles communautés, des nouveaux abonnés, etc. Très bien. En termes si on parle un petit peu des résultats, vous êtes satisfait plutôt ou c'était en deçà de ce que vous projetiez en amont, c'était bien au-dessus, Ouais. c'était... Alors, il y a des collabs qui sont meilleurs que d'autres, forcément. D'accord. Maintenant, on est très très exigeant dans le choix des influenceurs, on les prend jamais par hasard. On sait toujours à combien de vues on peut s'attendre et du coup mathématiquement à combien de trafic ça peut générer chez nous. On fait toujours nos négos dans ce sens-là et du coup on a eu une ou deux collabs où on était moins emballés parce que la propale créative était moins sympa. Et d'autres, on s'est dit, bah ouais, celui-là, on a bien fait de le choisir, ça a hyper bien fonctionné, autant par le nombre de vues que derrière les cibles et les résultats qu'on a eu chez nous. Sachant que c'est pas une valeur absolue, c'est pas parce que sur une vidéo, on va faire, je sais pas moi, 10 millions de vues, que une collab à 1 million de vues va forcément être moins bonne. Par exemple, Mastu, on a fait, si tu regardes, un peu moins de vues que du McFly et du Carlito, mais par contre, on a eu un meilleur taux de transformation et on a eu surtout une cible qu'on n'avait jamais trop réussi à toucher. Et là, en fait, on a fait un carton sur cette cible-là parce que il était hyper pertinent sur ces audiences-là, quoi. D'accord. Cible qui était du coup un petit peu plus jeune ou Tout à fait. plus jeune? Une cible un peu plus collège et on l'avait choisi pour ça. Et en fait, il s'est révélé le choix parfait pour cette cible-là. D'accord. Très bien. Ok. Et vous avez accompagné ces leviers, ce levier de l'influence avec peut-être d'autres outils de communication ou pas vraiment? Ouais, alors en général, c'est des OP qui marchent déjà très bien seuls. D'accord. Et nous, par rapport aux objectifs qu'on a derrière, il n'y a pas forcément besoin de mettre d'autres relais en place. La seule chose qu'on fait, c'est que on redirige pas directement vers la homepage de notre site, par exemple, parce que bah voilà, un élève il arrive là-dessus, il est un peu perdu, il a besoin qu'on lui remette un peu en contexte et tout. Donc souvent il y a un dispositif digital derrière, mais qui est très léger. Enfin, c'est genre une ELP ou un truc comme ça. En revanche, par contre, les vidéos Instagram sont souvent relayées par une story, les vidéos YouTube, pardon, sont souvent relayées par une story Instagram parce que ça permet d'attirer un peu plus l'attention dessus, mais c'est des mécaniques qui sont très classiques. Enfin, un YouTuber, quand il sort une vidéo, il l'annonce un peu sur tous ses réseaux en disant j'ai sorti une nouvelle vidéo, venez la voir, etc. D'accord, ok. Donc, ouais, vous procédez avec une landing page particulière par rapport aux... Dédiée à l'opération et qui elle-même renvoie vers le site. Puis même en termes de tracking de conversion, c'est plus simple aussi pour nous aussi. Ok, ça marche. Et vous faites du retargeting ou pas dessus après, par dessus? Alors ça, c'est pas moi qui fais cette partie-là. Ça a pu arriver, mais je saurais pas t'en parler plus en détail que ça. Ok, ça marche. Super. Est-ce que tu as un mot à rajouter par rapport à cette campagne ou un conseil à donner? Un conseil, je dirais, peut-être plutôt quand on veut faire ce genre d'OP, il faut bien connaître sa cible et il faut pas hésiter en fait à demander directement à sa cible. Et derrière, c'est un marché qu'il faut quand même connaître. C'est assez particulier. C'est un marché qui se développe très vite. Enfin voilà, nous on voit les tarifs augmenter d'année en année. Il y en a, ça te paraît délirant. Tu te dis mais attends, c'est une vidéo qui va durer un quart d'heure, mais parce qu'en fait, parce que c'est un média qui est hyper puissant. Ça fait déjà plusieurs années que des boîtes se sont montées autour de ça parce qu'elles ont senti le potentiel. Et c'est un média qui est puissant, mais qui du coup a un coût.
Et du coup, il faut bien border ses OP, il faut savoir ce qu'on veut, il faut pas hésiter à demander des choses, à être un peu parfois pénible sur certains points en disant ouais, mais ça c'est important pour nous en fait. Ça c'est le KPI qu'on va mesurer. Si ça n'a pas d'impact là-dessus, nous, cette OP, elle n'a pas d'importance. Donc, bien maîtriser ses OP et apprendre à connaître le marché pour pouvoir les monter au mieux de ses intérêts, tout en gardant aussi la force du média, du fait de son ADN, qui est quand même encore un peu particulier. Même si voilà, les gens commencent à être habitués au collab, mais un influenceur, c'est avant tout un créateur de contenu, et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer, quoi. Très bien. Je rebondis deux minutes sur un truc que tu viens de dire. Ouais. Généralement, en discutant avec quelques professionnels dans le milieu du marketing, ça peut être un levier dont on est un petit peu réticent dans le sens où c'est plus difficile à mesurer. Il y en a certains qui trouvent ça peut-être un petit peu plus opaque parce qu'ils ont l'habitude d'utiliser les plateformes Facebook, Google, où tout est traqué ultra précisément. Vous, c'est pas quelque chose qui vous a fait peur, quoi? Non, pas du tout. Enfin, honnêtement, je te dis, on a mis en place des landing pages pour pouvoir mesurer en fait le trafic qui arrivait sur ces landing pages. On savait que ces gens-là, ils avaient montré un intérêt pour ce qu'on ouvre du fait de la vidéo avec l'influenceur. On regarde le nombre de vues, on regarde le nombre de likes, on regarde le nombre de commentaires. Mais en fait, il y a plein de métriques qui sont déjà très facilement accessibles. Et puis après, tu regardes ton Google Analytics. Enfin, nous, on les voit, hein, les pics de trafic quand la vidéo elle sort, c'est évident, tu peux pas passer à côté. Et puis sur tes chiffres, voilà, chaque entreprise a ses KPIs et ses objectifs de vente. Mais nous, quand on suit le nombre d'inscrits ou le nombre de ventes d'abonnements, etc., au bout d'un moment, quand tu connais un peu tes KPIs et ta temporalité et tes cyclicités, tu le vois et tu vois que c'est lié à l'OP. Tu es capable de le relier parce que tu connais tes canaux marketing qui ont été ISO ailleurs et tu sais que la variation, elle vient de là. Donc, en fait, pour nous, ça reste du digital, donc c'est traquable. Alors que, par exemple, une campagne d'affichage ou une campagne radio ou du print, c'est une autre histoire. Là, tu peux pas suivre un clic ou tu peux pas tu peux regarder ton Google Analytics, mais c'est pas évident. YouTube, ça reste du digital, ça reste traquable. Tu mets des URL, tu mets des UTM, il y a plein de choses qui sont possibles. Alors que t'as pas d'équivalent en média offline où là, c'est un peu plus touchy, quoi. Ok, très bien. Je rajoute un dernier point qui me vient aussi à l'esprit. Tu nous as beaucoup parlé que la section des influenceurs, c'était quelque chose de très important. Vous avez des critères par rapport à ça? J'imagine l'audience en priorité, mais est-ce qu'après, vous avez d'autres critères? Je ne sais pas, taux d'engagement, rétention? Alors, engagement, rétention, pas forcément sur YouTube parce que c'est pas un média qui fonctionne vraiment comme ça. Du coup, nous, on va regarder la taille de la communauté, on va regarder le nombre de vues qu'il fait sur ses vidéos parce que un YouTuber qui a une communauté, je prends un exemple complètement bidon, mais un YouTuber qui va avoir 5 millions d'abonnés mais qui fait 500 000 vues sur ses vidéos, là, tu te dis, il y a un problème. C'est que ce contenu n'est pas bon, c'est qu'il a une fréquence de publication qui fait que les gens reviennent pas. Donc, on met quand même ça en adéquation. Maintenant, on sait à peu près les ordres de grandeur. On va avoir aussi un critère de sélection, comme je te disais. Est-ce que les élèves, nous parlent de cet influenceur-là? Est-ce que c'est quelqu'un qu'ils ont tendance à plébisciter ou pas? Et là, moi, j'y tiens particulièrement. On a quand même un œil sur quel type de contenu il publie parce que on fait quand même de l'éducation et on peut pas. Un influenceur qui va te sortir un gros mot toutes les trois phrases, qui va faire des contenus vidéo qui pourraient être potentiellement dangereux, qui va avoir des discours un peu extrêmes, ça c'est hors de question. Enfin, c'est quand même ton image que tu engages aussi quand tu fais une collaboration avec un créateur de contenu. Tout à fait. Donc ça, on y fait attention. Et puis, forcément, le budget, parce qu'il faut que ce soit cohérent avec nos objectifs et par rapport à lui, ce qu'on mesure de son influence potentielle chez nous. Mais voilà, dans les grandes lignes à peu près. Donc, c'est pas qu'une histoire de chiffres. Les chiffres, c'est bien, les performances, c'est une chose. Mais il faut aussi mesurer l'adéquation avec ton discours, avec ton produit. Enfin, voilà, un YouTuber gamer, tu vas pas lui faire vendre des produits de beauté, ça n'a aucun sens, quoi. Enfin, nous, on essaie de toucher des garçons, des filles, des élèves entre 10 et 17 ans. Donc, on essaie de rester sur des profils un peu généralistes, à tendance humour, parce que c'est aussi un peu le ressenti qu'on a envie de donner avec notre marque, dans la proximité, dans quelque chose d'un peu fun et d'accessible. Donc oui, clairement, on n'est pas allé taper sur de l'influenceuse beauté qui va pas du tout parler à des garçons et qui aura peut-être un peu moins de légitimité à parler de ça.
Donc voilà, bien connaître sa cible et se dire de quelle manière je peux les toucher et que ça ait du sens, que ça raconte une histoire. Enfin, la com, ça reste une histoire à raconter et l'influence, ça doit pas sortir de ça parce que ça paraît facile d'aller payer des stories à des influenceurs, quoi. En plus, les jeunes, ils sont loin d'être bêtes, ils sont très loin d'être bêtes. L'influence, ça fait partie de leur consommation des réseaux sociaux, ils le savent pertinemment, ils savent très bien ce que c'est qu'une collaboration, ils connaissent les mécaniques par cœur. Ça leur pose pas forcément de problème. En fait, ils comprennent la logique de se dire, bah voilà, le créateur de contenu, il finance sa chaîne et le contenu qu'il me propose par un biais un peu différent de la publicité classique ou des choses comme ça. Mais pour autant, enfin voilà, ils voient les mécaniques derrière, donc ça sert à rien d'essayer de leur faire à l'envers et de leur faire croire que tel mec, il a découvert Scoop complètement par hasard et qu'il se fait un plaisir de faire une vidéo pour en parler. Enfin, ils savent comment ça marche, donc bah ok, le contrat est clair, on en parle ouvertement et il n'y a pas de souci, quoi. Super, merci beaucoup. Bah, avec grand plaisir.